Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, on vous fait deux segments place au débat. L'un, vous allez voir là, en deuxième partie, là, est un sujet extrêmement d'actualité. Je suis bien conscient, je pense que plusieurs de vous, là, en tant qu'auditeurs, en ont probablement parlé avec vos amis, avec vos proches, ou même avec des collègues de travail, donc on voulait tacler le sujet, comme on peut dire en bon anglais, là, très pertinent. Et on va entamer avec un place au débat qui est également un sujet d'actualité, mais pas pour les mêmes raisons que le second. En fait, d'actualité parce que Gab et moi avons profité de ce magnifique week-end montréalais pour se rejoindre, prendre un petit déjeuner dans une adresse qu'on adore sur Montréal. Et on a parlé d'un sujet qui, au final, nous a fait une bonne introduction à finalement le place au débat qu'on veut vous faire en premier segment. Pour ceux que ça fait assez longtemps qui écoutaient le podcast, vous savez que la base et les fondements de ce podcast-là, c'était d'enregistrer un peu les discussions que Gab et moi avions déjà sur la finance, l'économie, la politique. Je pense que le premier segment, vous allez voir, est exactement ça. Là. On s'est presque limité dans nos discussions pour pouvoir en parler là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Avant toute chose, et de manière plus axée là, sur le fait de partage d'opinion, je pense que Gab, tu peux faire le petit disclaimer de début d'épisode là, pour les deux segments. Place au débat. Ouais, bah pour le coup, c'est vrai que ce sera un disclaimer, comme tu l'as dit, un peu moins financier, puisque bon, les deux sujets dont on va parler aujourd'hui sont plus des sujets d'actualité. Mais vous le savez, évidemment, tout ce qu'on parle, c'est notre opinion. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle euh, de placement ou de quoi que ce soit. On vous invite évidemment à vous faire d'abord votre propre opinion, puis parler à un expert si vous avez des questions. Quiconque est autorisé aussi là où vous vous trouvez physiquement, qui pourra répondre aussi à vos questions si vous en avez. C'est ça, j'en profite évidemment à ce que le débat reste, on va dire, courtois, etc. Parce que le premier sujet, enfin je ne sais pas dans quel ordre on va le faire là, mais l'un des sujets est un peu, entre guillemets, controversé. Là, c'est un sujet, on va dire, politique. Donc le but est de rester respectueux, puis d'exprimer, on va dire, nos opinions, tout en restant dans le respect, évidemment, de l'autre. Dans tous les cas, vous avez l'espace commentaire, évidemment, qui est à votre disposition. Le cas échéant, vous pouvez toujours nous écrire, ça nous fera plaisir de vous lire un peu aussi en parallèle, parce que je trouve que c'était en effet une discussion intéressante. Puis c'est vrai que quand on s'est écrit, vous savez pas un peu les coulisses, on va dire, du podcast, mais souvent avec JP, on s'écrit genre 2 3 jours avant, là, puis on dit ah bah tiens, ça pourrait être intéressant comme sujet. Et c'est avéré évidemment que c'était une bonne idée de sujet, donc je plus sois, puis je pense que ça intéressera dans tous les cas nos auditeurs. Effectivement. Donc lançons en force sur le premier segment, le place au débat. Parfait. Donc, j'ai formulé la question, elle est un petit peu rude, donc vous m'excuserez, là, je porte mon chapeau de Canadien sous l'Empire britannique présentement, là, mais la question que j'ai identifiée, encore une fois, on va peut-être la mettre un petit peu d'eau dans notre vin, là, mais c'est l'Union européenne est-elle politiquement viable? C'est un sujet qu'on a parlé depuis assez longtemps avec Gab. D'ailleurs, là, il y avait bien évidemment Gab a son réseau d'Européens sur Montréal là, qui ont également des avis sur l'Union européenne depuis bien longtemps avec les rebondissements que l'UE a eu, entre autres, avec bon, tout ce qui a touché le Brexit, etc. La discussion qu'on voulait entamer un peu aujourd'hui ou qu'on voulait mettre en valeur aujourd'hui, c'est un peu toutes les espèces d'instances et les différentes institutions, si on peut dire, qui forment l'Union européenne, qui, pour moi, un non-initié à l'Union européenne, trouve ça un peu fou et se questionne presque à savoir les responsabilités de l'un et de l'autre, que ce soit pour des fins législatives, politiques, juridiques, ça devient un petit peu compliqué. Également les systèmes de qui est membre élu, qui n'est pas membre élu, etc. Je trouve que ça complique beaucoup la tâche et on réalise encore une fois, et j'ai une opinion qui est un peu pas ternie de la politique, là, mais je trouve toujours, et je le statue à l'instant, que la politique est un emploi, et je trouve que l'Union européenne, à bien des égards, montre exactement ce volet-là, que des personnes font ça pour avoir un salaire à la fin de la semaine, par exemple, ou à la fin du 2 semaines, et finalement ne pas réellement avoir de retombées concrètes pour la voix du peuple qu'ils sont supposés représenter, encore plus dans un contexte d'une union de pays souverains comme l'Union européenne. Donc, j'avoue que mettre en lumière un peu toutes ces instances-là, ces institutions-là, amène beaucoup de débats, je pense, et amène beaucoup de questionnements à savoir est-ce qu'une réforme de l'Union européenne se veut nécessaire ou se veut raisonnable, ou est-ce que le format actuel est réellement périn pour justement faire en sorte que cette zone-là continue à avoir d'effervescence pour les décennies et les centaines d'années à venir. Donc c'était un petit peu pour mettre en valeur, je vais entamer avec le côté un peu, je vais faire ça très sommairement, là, mais les différentes institutions justement
qu'on veut décortiquer ou du moins qu'on veut peut-être prendre en modèle, si on peut dire, d'analyse parapluie, là, de couvrir un petit peu toutes ces institutions-là et qui sont un petit peu à la base de notre problématique ou de notre débat d'aujourd'hui. Premièrement, la Commission européenne, qui est sous Ursula von der Leyen, qui a été élue là, justement par les membres de cette commission-là et qui, au final, la commission occupe une place, je cite exactement, elle occupe une place importante dans le processus législatif. Là, donc, c'est un petit peu cette instance-là qui va lancer les projets de loi en grande partie pour l'Union européenne. Euh, le système de vote là, est fait par les députés européens, là, justement. Je pense que c'est depuis juillet 2019 qu'elle a été élue. Là. Ursula, elle a pris fonction le 1er décembre 2019. Là. Mais c'est les députés européens qui vont l'élire. Il y a le Conseil de l'Union européenne, qui est également là, un peu au niveau du volet plus juridique, et qui est sous je pense, la présidente ou la secrétaire générale est Mme Thérèse Blanchet. C'est plus au niveau budgétaire, législatif, etc. Il y a un système aussi, selon le traité de Lisbonne, là, qui définit un petit peu le système ou le fonctionnement, si on veut dire, des votes, là, qui permet d'avoir 55% des États membres qui sont en accord pour passer quelque chose, ou 65% de la population de l'Union européenne en fonction des députés. Donc, Conseil de l'UE, donc Commission européenne, Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen, qui est, bon, les fameux députés, là, et le Parlement avec les partis spécifiques pour l'Union européenne. Présentement, c'est Roberta Metsola là, qui est à la tête, je ne sais pas son rôle officiel, là, mais qui est à la présidence ou le chef du parti qui est au pouvoir, si je ne me trompe pas, là, au niveau du Parlement européen, quand même plusieurs centaines de membres. Et finalement, le Conseil européen qui est sous le lead de Charles Michel, qu'on a d'ailleurs bien couvert lors de ce fameux déjeuner, qui est un peu l'institution, et c'est peut-être bon, je vais déjà donner un peu mon opinion là-dessus là, en présentant le Conseil européen, mais c'est à mon avis ce qui prend le plus de sens et de pertinence. C'est un peu le Conseil qui regroupe l'ensemble des chefs d'État des pays membres, des pays souverains qui sont membres de l'Union européenne. Et Charles Michel sert un peu de modérateur pour amener au final à ce qu'il y ait des discussions constructives et un résultat efficace. Encore une fois, peut-être que certains diront qu'ils connaissent mieux la carrière politique de Charles Michel, certains diront que c'est pas du tout ça qu'il fait. Moi, c'est la vision que j'ai de son poste. Encore une fois, est-ce qu'il l'accomplit comme il faut? Je parle encore une fois comme étant presque citoyen de l'Empire britannique, je le rappelle. Donc, c'était l'introduction globale. À mon avis, et c'est là, Gab, que je te passe la parole, c'est fastidieux. Il y a trop de systèmes, il y a trop de... On vote pour qui, on fait quoi, qui est élu pour faire quoi. Au final, je trouve que c'est d'une complexité assez étonnante, sachant en plus qu'on le rappelle, chaque pays membre a son propre système électoral, son propre système politique, ses propres élections, ses propres institutions. Donc, pourquoi faire ça si compliqué alors qu'en réalité, le Conseil européen, qui regroupe les chefs des différents justement pays souverains qui font partie de l'Union européenne, à mon avis, devrait avoir en grande partie les décisions. Oui, il doit avoir des institutions qui devraient être liées pour mettre en place les décisions qui sont prises là-dedans. Mais qu'est-ce que l'Union européenne? C'est un conseil de pays et qui est mieux placé pour prendre des décisions communes que les leaders élus par la population de ces différents pays-là. C'est mon avis, je ne le cache même pas. À mon avis, il y a beaucoup de coups de hache à donner dans certaines institutions européennes pour que ça fonctionne mieux, plutôt qu'au final, ça soit un petit peu un club social en Belgique et à Strasbourg en grande partie. Là. Ouais, ben c'est vrai que ce que tu l'as dit, effectivement, c'est que c'était tout l'objet en fait de notre débat de dimanche, là, qui était ça, est-ce que réellement c'est utile, etc. Bon, alors il faut se remettre un peu en contexte parce que c'est vrai que tu l'as bien cité, tu as plusieurs organismes qui font partie de l'Union européenne en fait. Parce qu'à l'origine, quand elle a été créée évidemment par le traité de Rome, si je me souviens bien, en 57, là les dates je ne les ai pas par cœur, tapez-moi si je les connais pas, là, en tout cas j'en suis désolé. Et ben il y avait plusieurs communautés en fait à l'origine qui formaient l'Europe, plusieurs partenariats économiques, donc la communauté européenne du charbon et de l'acier, ça c'était le premier truc qui a été fait après-guerre en fait pour créer en fait des échanges en fait entre les différents pays en fait pour reconstruire l'Europe après la guerre. Donc ça au début, je crois que l'Europe des six à l'origine, c'était le Benelux, la France puis la RFA, donc l'ancienne Allemagne de l'Ouest. La communauté économique européenne qui était un peu l'extension évidemment de la CECA à d'autres types de marchandises. Donc le but à terme c'était d'avoir le marché unique, ce qu'on appelle le marché unique européen, c'est-à-dire que les espaces entre les marchandises puissent circuler sans problème en fait entre différents pays. Puis ensuite, tu as eu aussi, bon là je le passe rapidement, mais ce qu'on appelle l'Euratom, donc ça c'est la communauté européenne de l'énergie atomique, là, donc ça c'est un peu en marge de ça.
Et ce qui fait que, bon, au fur et à mesure des années, comme tu l'as dit, bah, l'Union européenne, en fait, a pris beaucoup plus de pouvoir, surtout depuis le traité de Maastricht, puis le traité de Lisbonne aussi, qui ont réellement consolidé, si tu veux, toute cette espèce de gloubi-boulga de différentes organisations, et qu'on a fait, en fait, une organisation supranationale hyper importante. On parle aujourd'hui, bah, c'est ça, de liberté de circulation des biens, donc le fameux marché unique européen, la liberté de circuler des personnes, donc ça c'est ce qu'on appelle l'espace économique européen. Donc là c'est on le sait, il y a des fameux traités Schengen qui existent aussi, qui permet à ce qu'il n'y ait pas de contrôle douanier aussi entre les différents États. L'Union européenne a son propre système législatif, on parle le fameux Parlement européen, donc qui fait des directives européennes, donc l'équivalent de loi, mais à l'échelle de l'Union européenne. Il est doté d'un pouvoir exécutif, tu l'as bien dit, avec la Commission européenne, puisque Ursula von der Leyen, on pourrait dire qu'en fait, c'est réellement la présidente de l'Europe, en fait, elle est élue effectivement par un collège de commissaires, mais ces commissaires sont élus en fait par le Parlement européen, donc elle n'est pas élue directement par le Parlement. Puis aussi un pouvoir judiciaire même, donc un peu comme dans tous les États, qui est la Cour européenne de justice. Alors elle surveille l'application en tout cas des décisions judiciaires, mais à échelle européenne. Donc tu peux faire des appels, par exemple, ce qui est connu souvent quand tu as un problème juridique. Et ben la plus haute instance, c'est la Cour européenne de justice. Et l'idée, c'est que là, vous avez bien vu, on a parlé de beaucoup de trucs. On a passé même par la Banque Centrale Européenne, qui est évidemment garante évidemment de la monnaie unique européenne. Et ben tout ça, ça fait qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est ça, quel est l'intérêt de tout ça. Moi, je pense que l'opinion, puis là, on va parler évidemment d'opinion, vous le savez, c'est important de distinguer entre les faits et les opinions. Et ben, toute la question, elle se pose, est-ce que réellement, ces mécanismes-là, ils font pas doublon, si tu veux, avec les mécanismes nationaux, surtout dans plusieurs pays où tu as déjà énormément de différents pouvoirs, je pense particulièrement à la Belgique, tu as parlé de Charles Michel. Charles Michel, non, il n'est pas, même malgré que son nom soit francophone, il n'est pas français, et il est belge. Fièrement wallon probablement. Et Charles Michel, si tu veux, en Belgique par exemple, tu as énormément de différents échelons locaux et régionaux, en termes aussi de communautés linguistiques aussi, c'est très complexe. Et ce qui fait que parfois les gens se disent, tout cet échelon-là, est-ce que réellement ça a un intérêt ? Moi, mon petite idée me dit que oui, effectivement, tu as besoin d'organismes solides, si tu veux, pour pouvoir permettre l'application des fameux traités européens. Mais je pense que le mécanisme, par exemple, de Parlement européen est encore trop incompris, si tu veux, par les citoyens. C'est encore très loin, si tu veux, de leur réalité du quotidien pour que c'est réellement un intérêt pour eux, en fait. Ben exact. Tu sais, je pense que c'est un peu les problématiques des institutions supranationales. Il faut que les retombées arrivent jusqu'aux citoyens qui, au final, si on parle seulement du Parlement européen, qui fait quand même élire des membres au sein de ce Parlement-là. Et c'est souvent un peu le fonctionnement d'une société qui rapporte, c'est que les personnes qu'on élit et qu'on rémunère pour nous représenter apportent réellement quelque chose dans la vie de tous les jours du commun salarié qui travaille du lundi au vendredi, par exemple. Et c'est un peu là où je trouve qu'il y a énormément de flou dans l'ensemble des institutions européennes, de l'Union européenne. Et ça amène un peu, et ce n'est pas bien évidemment le même genre d'instance, le même genre de pratique, mais ça amène un peu la discussion qu'on avait eue dimanche, comme tu mentionnais, sur les comparaisons avec l'ONU. Il y a tellement de directives qui peuvent être dictées par l'Union européenne pour l'ensemble des pays d'Europe, mais qui devient un peu à stagner. C'est très beau de dire, OK, oui, on devrait faire ça, mais finalement, si chaque pays décide de ne pas l'implémenter, mais ça ne change pas grand-chose. Et c'est un peu là où je vois un peu de stagnation dans le système actuel. Le problème, et là je vais être avocat du diable sur mon propre opinion, qui à mon avis une institution qui a réellement une valeur ajoutée par rapport à l'ensemble des institutions de l'Union européenne, c'est que changer quelque chose d'aussi longuement implémenté avec des ramifications assez majeures un peu partout et avec des dizaines et des dizaines de milliers de représentants / d'employés là, liés à tout ce schéma politique-là, c'est à toute fin pratique infaisable. Des refontes ou des réformes qui amèneraient soudainement à ce que 2 institutions sur 4 ou peu importe disparaissent. Là, on a parlé bien évidemment des principales, il y en a beaucoup d'autres, tu l'as mentionné, Gab. Je pense que ça reste quelque chose qui est un petit peu triste. Le débat vaut la peine. L'impact du débat, par contre, je reste quand même un peu
sceptique sur qu'est-ce que ça peut apporter. Maintenant, je pense que sans changer l'existence des institutions, je ne pense pas, comme on parlait, que le Parlement européen va être dissous, je ne pense pas que le Conseil de l'Union européenne va disparaître, ni la Commission européenne. Je pense quand même qu'une nouvelle répartition des responsabilités pourrait être quelque chose de pertinent. Et encore une fois, c'est des choses qui peuvent être un peu plus, peut-être, mobiles et plus facilement interchangeables que de faire, encore une fois, une destruction complète d'une institution. C'est un débat qui est un peu particulier. Encore une fois, je parle dans un schéma qui est tout à fait problématique en soi également au Canada et au Québec et le niveau fédéral, le niveau provincial, le niveau municipal, c'est loin d'être parfait non plus qu'est-ce qui se passe ici. Donc, je pense que c'est également important de mettre encore plus, de me faire encore plus avocat du diable en disant il n'y a pas un système qui est parfait, il n'y en aura jamais un, sinon ça serait tous la même chose. Mais je pense quand même que c'est des débats qui valent la peine et souvent le problème, comme on l'a dit, c'est que on va en premier lieu, et je pense que c'est le cas dans l'Union européenne, se questionner sur nos propres institutions et notre propre politique nationale et on va, dans ce contexte-ci, faire fi énormément de ce qui se passe à l'échelle supérieure de l'Union européenne. Et c'est peut-être un problème parce qu'on ne se pose pas réellement les bonnes questions. Dans la vie de tous les jours, j'aimerais ça savoir à quel point il y a beaucoup, par exemple, de Français qui, à chaque jour, pensent à avoir une discussion autour de leur petit déjeuner au bureau, à savoir qu'est-ce qu'on fait de l'Union européenne ou qu'est-ce qu'on fait du système politique ou des institutions politiques. Je pense que c'est pas le cas. On se questionne beaucoup plus, par exemple, sur ce qui se passe à l'échelle de la France en tant que tel. Donc, je pense que le débat n'existe pas, ce qui fait en sorte que si le débat n'existe pas, qu'il n'y a pas réellement d'impact du citoyen vers ces institutions pour l'Union européenne, ça rend un système qui stagne, ça rend aussi une perte d'intérêt peut-être, et là je mets des guillemets là-dessus de la part des dirigeants de changer quoi que ce soit, parce que ça devient encore une fois, comme je le mentionnais, un peu un emploi, un peu, oui, c'est un peu une quête de pouvoir, là, c'est un peu le Washington 2.0, l'Union européenne, c'est un endroit où plein de personnes qui ont probablement quand même beaucoup de volonté de carrière politique qui y vont au final pour se faire un nom un peu, mais peut-être pour avoir des impacts directement sur la population. C'est encore une fois quelque chose que je dis avec des guillemets, mais on est dans un place au débat, donc je partage mon avis direct. Mais c'est un petit peu l'approche que je vois. Comme je dis, un peu comme plusieurs places au débat qu'on fait, je ne vois pas de solution facile, mais je pense que c'est des discussions qui valent la peine d'avoir et ça vaut la peine de permettre un porte-voix, à mon avis, des citoyens de l'ensemble des nationalités qui regroupent l'Union européenne pour pouvoir justement avoir un plus grand impact sur cette structure-là qui est les instances politiques de l'Union européenne. Ouais, bah c'est vrai que tu l'as bien dit, aucun système n'est parfait, puis d'ailleurs on le voit, hein, le système, comme t'as fait un bon parallèle je pense avec le système fédéral canadien, oui effectivement il est critiquable. Le système fédéral américain est très critiqué, hein, d'ailleurs dans beaucoup d'États, par exemple du Sud, du fameux Dixieland, et ben justement la guerre de sécession était à l'origine en fait plus un espèce de conflit anti-fédéral. On ne voulait pas que Washington ait quelque chose à dire sur ce que les honnêtes citoyens du Sud, bon, avec la critique qu'on peut faire qu'ils étaient esclavagistes, mais qu'ils voulaient avoir leur opinion, tu vois. C'était un peu le débat en fait éternel des États fédéraux, hein, d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'on veut plus d'États ou est-ce qu'on veut décentraliser au maximum? Et puis là, bon, dans le cas de l'Union européenne, c'est est-ce qu'on veut donner plus de pouvoir à une organisation qui est au-dessus? euh, Je pense que dans le cas de l'Union européenne, c'est vrai que tu l'as bien dit, il y a le problème en fait des compétences de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a effectivement des compétences qui sont beaucoup plus d'ordre économique et diplomatique, puisque on l'a bien vu depuis la guerre en Ukraine. D'ailleurs, on n'a jamais entendu parler autant les deux présidents de l'Europe, donc Charles Michel, qui est le président, tu l'as dit, du Conseil européen, à ne pas confondre avec avec le Conseil de l'Europe. Ça, c'est une autre organisation qui n'a aucun rapport, d'ailleurs. Il faut bien faire attention avec ça. Et la présidence du Conseil de l'Union européenne, qui est une autre organisation, tu vois. Donc, faut bien faire attention, évidemment, à tous les termes. Là. Et bon, en tout cas, on les a jamais vus autant. Mais c'est strictement économique, tu vois. C'est surtout sur l'application des fameux traités européens, le traité de l'Union européenne, traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui sont les deux traités principaux qui garantissent en fait les pouvoirs de l'UE. Et ben ces débats-là n'intéressent pas les gens communs comme toi et moi en fait. Et puis même la plupart, 95% des gens en fait s'en foutent de ce qui se passe à Bruxelles, tu vois. Souvent les questions qui intéressent c'est plus par exemple tout ce qui est les questions sociales, les questions santé, les questions d'éducation, les questions d'immigration aussi. C'est un débat évidemment qui n'est pas de la compétence de l'Union européenne,
malgré qu'il y a certaines compétences qui sont partagées pour les citoyens de l'Union européenne, l'immigration est une responsabilité des États membres. Tu vois, la question de la sécurité, etc., la situation, par exemple, du chômage, etc., tout ça sont des compétences, évidemment, qui sont liées aux États. Souvent, c'est très loin, évidemment, des réalités des gens. C'est pour ça que les gens s'y intéressent pas. Euh, alors, c'est là où il faut bien faire attention, évidemment, avec tout ça. Tout ce qui est évidemment militaire, on oublie ça. La fameuse communauté européenne de défense qui avait été pensée dans les années 60, même, je crois, n'a jamais abouti, puisqu'aujourd'hui, le gardien protecteur de l'Europe, bah, c'est l'OTAN. C'est l'alliance avec les États-Unis d'Amérique qu'on a, et le Canada, pour le coup. Donc, ça, c'est quand même un point, c'est évidemment, qui est à noter, puisque ça, les questions, évidemment, militaires ne sont pas traitées par l'Union européenne. Donc, je te dirais, effectivement, qu'il y a un problème de légitimité, problème de reconnaissance, parce que c'est vrai que peu de gens, évidemment, connaissent évidemment ce qui se passe en Union européenne. Tu peux demander, je pense, à 50 personnes dans la rue qui est le président ou le président de la Commission européenne, enfin, ou la présidente en l'occurrence. Je suis sûr que tu as au moins 4 personnes sur 5 qui ne seront pas capables de te répondre parce que les gens ne les connaissent pas, ce sont des gens pas élus aussi. Donc il y a un problème aussi peut-être de légitimité démocratique aussi qui se pose évidemment sur cette question-là. Après, c'est ce qu'on disait dans le fameux débat, c'est que je vois mal Ursula von der Leyen, qui est allemande à mon souvenir, faire campagne en France alors qu'elle ne parle probablement pas le français, tu vois. Donc ce serait assez ridicule, tu vois. Ou Charles Michel en faire campagne en Roumanie, tu vois. Je sais pas trop si ça aurait réellement une pertinence, tu vois. Donc c'est un peu ce que je vois aussi derrière ça. Et puis dernier point aussi, la question évidemment de l'argent. Les gens, ils pensent que ça coûte des sous, évidemment, de faire partie de l'Union européenne. Oui, ça coûte des sous, évidemment, parce qu'il faut payer tout ce fonctionnement et il y a des mécanismes, évidemment, de transfert de richesse qui existent. Donc, c'est très complexe, hein, vous voyez, l'Union européenne. Donc, c'est pour ça que c'est difficile, en 20 minutes, de faire un débat complet. Mais il y a tout un tas de mécanismes qui fait que ça coûte de l'argent. Mais il y a des retombées économiques aussi. Il y a des avantages aussi. La fameuse libre-échange, c'est quand même hyper intéressant. Quiconque a voyagé en Europe, toi JP, t'es le premier à pouvoir en témoigner quand tu étais en échange. Et ben, c'est hyper pratique de pouvoir te déplacer de point A à point Z sans devoir repasser le moindre contrôle douanier. C'est un truc génial. Puis aujourd'hui, bah, tu vois, moi qui vais de temps en temps aux États-Unis, bah, tu vois, évidemment ça n'existe pas. Donc tu arrives à la frontière américaine, c'est réellement une vraie frontière. Tu vois, tu dois montrer ton passeport, ce qui n'est pas le cas, par exemple, entre par exemple la France et la Belgique, où littéralement, bah, en fait, c'est juste un pauvre panneau qui te dit que en fait, tu as changé de pays, effectivement. Donc c'est évidemment des avantages, mais évidemment, ces désavantages-là vont à un coût. Dernier point, puis après, je me promets, je me tais, parce que je parle beaucoup, c'est comment on peut changer l'Union européenne. Ben oui, le problème, c'est que c'est difficile à changer l'Union européenne, parce que les traités, ils doivent être votés par l'unanimité des États membres, et ça doit être confirmé par l'ensemble des parlements. Donc, t'imagines, la moindre réforme demande l'approbation des 27 et de leurs 27 parlements respectifs. Donc, ou dans le cas d'un référendum, 27 référendums. Donc tu te rends compte évidemment de la complexité, et c'est vrai que des pays en fait très différents, évidemment, on va voir évidemment énormément de différences entre par exemple l'économie croate et l'économie polonaise, par exemple. C'est deux réalités complètement différentes, et c'est pour ça que c'est difficile de jongler évidemment avec des intérêts et puis des stratégies qui sont différentes entre les États. Non, bon point. Bon, je pense que ça conclut bien le débat. Je pense que c'est un petit peu ça. C'est la réponse de la neutralité. C'est probablement la réponse qui a été appliquée depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est un peu malheureux, mais ça semble être également ce qui va se produire pour les dizaines et dizaines et dizaines de prochaines années. Mais bon, je pense encore une fois que la discussion en vaut la peine pour qu'un Canadien et un Français aient l'occasion autour d'un déjeuner d'en discuter. Je pense que c'est aussi le genre de truc que vous pouvez avoir, chers auditeurs, avec vos proches, avec vos amis, avec vos collègues. Du moins, ça va entraîner des débats et du moins une piste de réflexion assez intéressante pour vous-même et pour les autres. Avec le respect, hein, toujours, parce que c'est vrai que cette question-là est critiquée, etc. Parce que c'est vrai que c'est une question politique, hein, même on le voit entre différents partis, etc., de ce qu'on doit faire. Bon, faut rester courtois. Absolument, absolument. Donc, ça conclut bien et encore une fois, on entend la hache de guerre avant d'en réouvrir une autre avec le deuxième segment. Place au débat. Parfait. Donc, comme on l'avait dit, ce sujet-là se veut davantage d'actualité, non pas parce que Gab et moi en faisons une actualité, mais plutôt parce que c'était quelque chose qu'on parle extrêmement depuis la dernière semaine et demie, même si
Ça a été lancé en novembre 2022 pour être exact. Là, on veut couvrir un peu ChatGPT, ChatGPT, dépendamment bon, l'accent que vous décidez d'avoir ou de la langue que vous décidez d'utiliser, pardon. Et se questionner à savoir est-ce que c'est le prochain Google. C'est aussi des discussions qu'on a eues en off avec Gab, là, officiellement, pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent un peu moins. La compagnie OpenAI là, a lancé justement un système de recherche qui est le chat GPT qui permet de poser n'importe quelle question et d'avoir des réponses qui sont assez bien et assez cohérentes sur, que ce soit, encore une fois, même, je pense qu'il y a la composition de texte, il y a autant des réponses le plus basiques, là, un peu comme n'importe quel truc que vous pourriez faire sur un moteur de recherche courant, mais c'est en format chatbot et il y a, encore une fois, une logique d'intelligence artificielle un peu plus développée pour le côté un peu conversationnel, si on peut dire, qu'on peut avoir avec cet outil-là pour à la fois avoir des réponses, mais également avoir une discussion plutôt logique et cohérente avec, encore une fois, une intelligence artificielle qui est un avancé quand même assez cohérent. Donc, il y a beaucoup en bon anglais, de hype, à mon avis, qui entre en arrière de ça, parce que ce n'est pas le premier, c'est celui qui est, à moins d'avis contraire, le plus cohérent, le plus efficace et le plus prôné là, par les experts de l'AI, qui est un sujet, encore une fois, que je parle en mon nom moi-même, et je pense Gab également, là, mais qu'on n'est pas nécessairement les plus grands connaisseurs. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu fascinant pour le commun des mortels, si on peut le dire. OpenAI, ça fait, je pense, seulement 7 ans qu'ils ont commencé ça, et comme on a dit, le lancement date de novembre dernier. Et on voit aussi une réaction quand même assez conséquente des grandes compagnies de tech de Silicon Valley, alors que, bon, on l'a mentionné, la question sur Google est véridique parce qu'on a mentionné, et ça a été soulevé, là, que les réflexions liées au sein de Google, au sein de la haute direction de Google, ont déjà commencé à savoir, bon, mais quelle doit être la réaction pour s'assurer que Google reste au final à l'avant-plan de toute forme de recherche digitale qui peut être faite. Google qui domine depuis des années et des années les moteurs de recherche de l'ancienne génération, mais maintenant que OpenAI lance un chatbot et ce genre de système de recherche entre guillemets conversationnel, Google n'est pas encore rendu au même point que ce qu'OpenAI a pu lancer, et la compagnie OpenAI est extrêmement associée à Microsoft, qui a d'ailleurs fait une autre phase d'investissement quand même assez conséquente de plusieurs milliards de dollars. Tout récemment, je pense que ça a été annoncé il y a quelques jours également, pour continuer le partenariat, pour même avoir l'autorisation d'utiliser ChatGPT dans des activités ou dans des outils ou des produits qui sont déjà offerts là, par Microsoft. On peut penser entre autres à la suite Office et à l'excellent moteur de recherche Bing. Pour ceux qui l'utilisent, je vous salue. Vous êtes peut-être 3-4. Ça, c'était quand même très bon. Honnêtement, ça a souligné, là. Absolument. Donc, peut-être que... D'ailleurs, je suis un des rares à utiliser Bing, juste parce qu'on n'a pas vraiment le choix par rapport au bureau, là. C'est bloqué on a même Microsoft Edge, pour te rendre compte, là. C'est toujours ça prouve le budget investi chez Microsoft, ou que Microsoft investit pour aller chercher une clientèle assez large. Mais ça pour dire que bon, Microsoft investit beaucoup là-dedans. Google essaie d'être extrêmement réactif là, justement face à cette nouvelle technologie-là qui est sortie. Et on se retrouve avec la question justement de c'est quoi l'avenir de ça? Est-ce que c'est un peu la saveur de 2023 et qu'on va parler d'AI toute l'année pour finalement encore avoir plusieurs années concrètes, que ce soit 5, des 10, 15, 20 ans, peu importe, avant d'arriver avec des AI qui sont plus développés. Donc c'est un petit peu ça. Moi, ce que j'apprécie, encore une fois, c'est un place au débat, donc ça c'était la mise de la table. Mais je te lance par la suite, Gab, pour que tu ajoutes tes points. Moi, ce que j'apprécie, c'est justement le fait que ça démystifie un peu l'AI pour tout le monde. Et ça rend les choses accessibles. Et ça ouvre, encore une fois, à mon avis, le développement de plusieurs nouvelles technologies dans quelque chose qui a coûté une fortune. Et j'en parlais justement avec des collègues en disant qu'il y a tellement de milliards et de milliards et de milliards de dollars qui ont été investis dans l'AI que c'est bien qu'enfin on en parle à grande échelle. Je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui travaillent sur des micro-projets ou sur des projets de plus grande envergure, mais qui n'ont pas pu être mis à l'avant-plan comme ça, que ce soit au niveau médiatique, que juste dans les discussions et dans l'utilisation d'une grande quantité de millions d'utilisateurs. Donc c'est ce que j'aime. Si ça peut amener encore une fois un second souffle au niveau de l'AI, je pense que l'AI est une bonne partie de l'avenir des technologies digitales, et je pense que ça prend justement ce genre de hype-là, comme je l'ai soulevé, pour que d'autres projets puissent continuer à se développer, et que ChatGPT, au final, dans 5 à 10 ans, devienne un truc qui est absolument risible par rapport au genre de technologie qu'on va avoir entre nos mains, accessible à toute fin pratique gratuitement sur le net.
pour tout le monde qui a un accès, que ce soit par téléphone cellulaire ou par n'importe quelle forme d'outil qui est connecté justement à la toile. Mais encore une fois, il y a beaucoup de démarches à faire et ça reste également à voir. OpenAI et Microsoft vont vouloir quand même monétiser ce système-là. Présentement, c'est accessible par n'importe qui veut aller poser une question. Gab, tu le faisais également lorsqu'on en parlait dans les dernières semaines. Mais ils veulent également le développer davantage et le rendre plus efficace, améliorer le volet de discussion conversationnelle, mais avec un coût, de devenir avec une licence ou quoi que ce soit. Et bien évidemment, si Microsoft l'insère dans certains de ses produits, ben, il faut payer la suite. Par exemple, Office pour bénéficier de ça sur Bing ou sur n'importe quel, peu importe le moteur qui pourrait être utilisé ou l'outil de la suite Office. Donc, c'est sûr que c'est un peu ça. J'ai comme peur que ce soit accessible pendant quelques temps, que le monde embarque et que finalement, ce soit vraiment bénéfique pour les personnes qui vont être prêtes à payer. Et encore une fois, avec l'absence de concurrents, quel va être le coût lié à ce genre de licence-là que OpenAI va demander pour utiliser ChatGPT? C'est une bonne question. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai hâte de voir. Je pense que c'est comme mon constat est simple, c'est une belle percée. C'est bien qu'on en parle autant. C'est bien pour les nombreux projets qui ont eu beaucoup d'investissements et qui vont peut-être enfin avoir des return on investment super intéressants. Mais ça reste que, est-ce que c'est juste une montée en flèche de la technologie et que ça va tomber assez vite lorsqu'ils vont décider de mettre un price tag en bon anglais là, qui est un petit peu au-delà de ce qu'on veut, de ce que les adopteurs plus massifs vont vouloir payer. C'est ce qui m'effraie un petit peu au niveau de ce qu'on pourrait avoir dans 6 mois, par exemple au milieu de l'année. Que va-t-on dire sur ChatGPT rendu en juin? Un peu ça ma question. Là. Ouais, bah c'est ce qui est assez drôle en fait dans la technologie de ChatGPT OpenAI, hein, parce qu'à l'origine, effectivement, il ne faut pas confondre les deux choses, hein, parce que OpenAI a son espèce de... C'est la compagnie, même si d'ailleurs c'est assez drôle, elle a une structure sous forme d'association, là, c'est assez rigolo, là, mais bon, euh, cette entreprise serait évaluée, on va dire, selon les chiffres qui ont été publiés, en tout cas dans Financial Times, à peu près 30 milliards là, de enterprise value, donc ce qui est quand même énormément considérable, puis Microsoft irait prendre un tiers. Et ben ça fait effectivement que là en ce moment c'est OpenAI, c'est la structure et le produit c'est le GPT, et ChatGPT est un service qui est déployé sur cette plateforme qui s'appelle GPT-3 donc, et d'ailleurs la prochaine génération devrait sortir prochainement là. D'ailleurs il dit que la capacité de traitement serait je crois 100 fois plus élevée, donc ce qui est bluffant parce que vraiment le chat est déjà d'ores et déjà hyper bluffant, hein. C'est impressionnant ce qu'on peut lui demander. Donc, vous avez probablement vu d'ailleurs même sur le net, puis même à la télé, etc. On entend parler quasiment tous les jours aujourd'hui de ce service-là. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte que ce service est hyper impressionnant. Alors, par contre, il faut noter que sa technologie, évidemment, est un peu différente du moteur de recherche, hein, de ce que j'ai lu. Tu l'as bien dit, JP, je ne suis pas un expert, loin de là, en informatique. Donc, corrigez-moi si je me trompe. Hein, je fais de ce que j'ai compris. Hein, de ce que j'ai compris, en fait, cette technologie s'entraîne sur un set de données, ce qu'on appelle un dataset, et effectivement est capable de répondre évidemment sur ces sets de données-là à des questions qu'on peut lui poser. Donc c'est une espèce d'intelligence artificielle, mais entraînée sur un set limité évidemment de données. Et l'idée, ce serait qu'à terme, ce set de données soit continu, un peu comme effectivement un moteur de recherche ou un Wikipédia, donc une encyclopédie en ligne, continue, si tu veux, à s'améliorer de jour en jour, tu vois. Et là, on verrait effectivement l'intérêt évidemment de ce service-là pour Microsoft, qui pourrait le déployer par exemple dans un moteur de recherche, donc tu as bien dit avec Bing. Ça pourrait le déployer aussi sur son système de cloud qui est un des plus gros au monde, qui s'appelle Azure, qui est une technologie de data computing, donc c'est des data centers qui sont partout dans le monde et qui permettent évidemment de déployer des applications. Donc on voit l'intérêt évidemment pour des développeurs de pouvoir déployer des applications avec Azure, puis ça ferait du espèce de vente croisée, hein, le fameux cross-selling dont on a déjà entendu parler. On avait déjà parlé d'ailleurs dans plusieurs épisodes. Donc ça peut être un intérêt évidemment dans une concurrence qui est de plus en plus importante, hein. Tu sais, dans le domaine de la data, Google évidemment est très intéressé par cette technologie. Tesla continue d'être très intéressé. Je crois que d'ailleurs Elon Musk était un des premiers investisseurs aussi dans le fameux OpenAI, donc ChatGPT. Tu as évidemment toutes les méta, etc., qui sont hyper intéressés par ce genre de technologie. Donc intelligence artificielle, la réalité augmentée, on a entendu énormément parler. Mais c'est la première fois qu'on voit réellement l'intérêt de ce genre de technologie
Tu l'as bien dit, d'ailleurs on est capable de voir des gens qui commencent à tricher à leurs examens en demandant des questions à ChatGPT, puis leur disant complète mon devoir, puis il est capable évidemment de répondre de manière hyper intéressante. Et ça pose évidemment des débats, hein. Des débats qui sont d'ordre éthique, des débats qui sont d'ordre, je te dirais, purement économique. Quel est l'intérêt de cette technologie, et à quel point, évidemment, tu as exposé les arguments, à quel point ça peut être rentable, etc. Débat, je te dirais, aussi sur peut-être, on va dire, l'avenir du travail, parce que là, rendu là, on voit que cette intelligence va être capable de remplacer peut-être un jour des humains, hein, dans le travail, hein, puisqu'on on voit que d'ailleurs il est capable d'avoir une intelligence pour par exemple coder lui-même des propres programmes. C'est comme un robot qui fabrique des propres robots, tu vois, on est un peu comme dans George Orwell un peu là en termes de vision de la société là. Donc c'est la question évidemment qu'on va se poser évidemment avec ce genre de technologie puisque c'est vraiment révolutionnaire. Puis l'intérêt évidemment dans les prochaines années, c'est plus de savoir comment ce truc-là peut être scalé, comment ça peut être implémenté de manière concrète dans d'autres technologies. Puis savoir effectivement ce sera quoi les prochaines évolutions de la plateforme. Est-ce qu'on va pouvoir effectivement avoir une rapidité plus élevée? Est-ce qu'on va pouvoir avoir effectivement un côté conversationnel? Donc tu l'avais mis dans les notes, mais je pense aussi le côté interaction humaine aussi qui est peut-être encore très froide. D'ailleurs on voit que le robot quand même il te répond. Il est capable de faire des blagues par exemple, mais il n'est pas capable d'avoir un côté évidemment humain que tu peux avoir évidemment. Donc c'est la question évidemment qu'on va se poser. Est-ce que ce truc-là pourrait être mis par exemple dans des robots, tu sais, d'ailleurs il y avait le bon film avec Will Smith, je pense à l'époque, iRobot, je crois qui posait cette question aussi de l'ordre éthique est-ce qu'un robot peut être un humain, etc. Donc là, je pars on va dire, dans mes dilemmes philosophiques, mais tu vois, je trouve que c'est évidemment hyper intéressant ce qui se passe en ce moment-là. Exact. Puis tu sais, je pense pour conclure les deux volets de place au débat avec un peu de rigolo, là, moi je me suis mis la balise très simple de j'ai vu quelqu'un qui je pense qui avait tapé, je reformule un peu la question, là, mais qui avait tapé une question sur ChatGPT qui était la mère de Paul a 3 enfants, Pierrette, Rodrigue, quel est le nom du troisième enfant de la mère de Paul? Et la réponse de ChatGPT était nous n'avons pas suffisamment d'informations pour déterminer quel est le nom du troisième enfant de la mère de Paul. Bref, à partir du moment où ce problème-là n'est pas encore possible d'être réglé par ChatGPT, je n'y croirais pas. À partir du moment où, comme tu l'as dit, la capacité de ce système-là de se rendre plus intelligent au fur et à mesure qu'il est en mesure là, justement de répondre à des questions et d'avoir des inputs humains sur quelle était la réponse au final qu'il n'a pas été en mesure de trouver, je vais être sceptique. Et pour deuxième segment un peu drôle, mais également tant que ça ne va pas surpasser l'efficacité sur des décennies du fameux truc Akinator qui permettait de déterminer avec des questions. C'est vrai que c'était bon ça. À partir du moment où je vais considérer que ça dépasse Akinator, je vais y croire. Donc ça c'était encore une fois un peu plus dans l'humour, mais je l'ai mentionné, je pense que tu l'as bien dit aussi. Il y a beaucoup de questions à se poser. Il y a encore une fois beaucoup de dominos qui doivent tomber pour que ceci devienne quelque chose de rentable et d'utile dans la société de tous les jours et dans le monde professionnel également. Mais par contre, c'est une avancée qui est pertinente et c'est aussi, à mon avis, un groundbreaking effect en bon anglais pour l'AI dans justement la maisonnée de chaque personne presque qui est connectée à l'Internet présentement, ce qui est une très bonne chose parce que pour la majorité, tu l'as dit, l'AI, ça sonnait quelque chose qui était à la base d'un film de science-fiction. Maintenant, on réalise qu'il y a réellement des humains qui travaillent là-dessus et que les résultats sont conséquents, peuvent être pertinents et peuvent avoir des avantages pour optimiser justement la vie humaine et le travail et l'efficacité à gauche et à droite. Il y a des belles pertinences à mon avis, c'est mon constat final. C'est vrai, puis parce que c'est vrai que par le passé, dès qu'on parlait d'AI, moi je trouvais que ça sonnait pas mal bullshit, hein. Je dirais, c'était un peu. Ouais, mais c'est un peu, on dirait que la personne te montrait la pilule bleue, la pilule rouge de la Matrix, puis soudainement t'étais dans une espèce de escape room. C'était un peu ça l'AI pour la majorité. C'est ça, ou genre c'était un peu le genre de truc que tu mettais sur des slides de consultants, tu sais, un peu nul, c'est un peu ça. Donc c'est un peu le. En tout cas, ça sonnait appealing, mais dans les faits, évidemment, il y a de l'intelligence artificielle un peu partout. Là, où c'est un peu comme on entendait parler tout le temps de ça, là, de big data, etc. Là, bon, il y a du big data et du big data, évidemment. Tu peux effectivement faire ou du machine learning, etc. Il y a énormément aujourd'hui de technologies qui te permettent évidemment de traiter de la donnée et puis d'en sortir quelque chose. Puis énormément de choses évidemment qui sont déviées des données pour créer ces
fameuse intelligence artificielle, mais dans les faits, évidemment, on n'avait pas de résultats concrets, si tu veux, de toutes ces années de développement, puis ces milliards dépensés par toutes les entreprises de la Silicon Valley là, dans le genre de techno. Puis là, c'est vrai que ça fait plaisir, évidemment, de voir quelque chose qui sert. Allez essayer ChatGPT, je peux vous recommander que ça, là, c'est gratuit. Comme tu l'as dit, je pense que là, pour le moment, c'est une version bêta, donc c'est pour ça que c'est gratuit. Donc, l'intelligence de ChatGPT est limitée, je crois, jusqu'à l'année passée, jusqu'en 2021. Après ça, évidemment, si tu lui poses des questions sur ce qui se passe, par exemple, sur la guerre en Ukraine, par exemple, il n'est pas capable de te répondre. Mais tu verras que les réponses sont extrêmement pertinentes. Tu sais, tu peux lui demander, fais-moi des blagues, une blague qui parle, je sais pas, de tel pays, par exemple, bah, il va être capable Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Attends, oh, Je vous en ressors une bonne. Je pense que ça devrait conclure l'épisode. Franchement, il faudrait tester d'ailleurs si ça marche. Qu'est-ce que Je te laisse faire ça pendant que je Mon lance vers la semaine prochaine. Donc à nouveau, je pense que les deux débats étaient très intéressants. Le second était encore une fois pour le plaisir et pour le fait que tout le monde en parle. Comme Gab, tu l'as dit au tout début dans le disclaimer, je pense que c'est pertinent que vous partagiez votre opinion encore une fois de manière claire et ouverte. Pour ce faire, vous savez qu'on a notre plateforme clé qui est YouTube là, pour mettre les commentaires de manière publique. Vous pouvez également, si vous avez apprécié la vidéo, là, aller mettre un like, vous abonner à la chaîne, mettre la cloche pour avoir les notifications. Pour ceux qui désirent également partager leur opinion ou des sujets, etc. Mais de manière privée, vous avez l'adresse courriel que Gab met dans les zones de description. Et pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez là, sur les plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, etc. Sur ces systèmes-là, comme vous savez, ou sur ces applications-là, vous pouvez aller mettre des pouces, un système de gradation d'étoiles ou peu importe, et vous abonner également pour avoir les notifications. Tout ça aide énormément au référencement du podcast, au fameux système du bouche à oreille qu'on parle depuis le début. Également, si vous avez des discussions au travail, entre amis, etc., sur les deux débats qu'on avait aujourd'hui, n'hésitez pas à partager justement le contenu, le podcast avec ces personnes-là. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir nos deux opinions de personnes non initiées, bien évidemment, on l'a mentionné, mais qui aiment beaucoup là, justement débattre de certains sujets d'actualité. Je te remercie, Gab, comme d'habitude, pour ta contribution et pour les sujets, et je vous dis tout le monde à la semaine prochaine. Bonne semaine, puis juste dernière information, il ne comprend pas la blague d'ailleurs. Salut. Malheureux.